Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans votre émission qui vous parvient 2 fois dans la semaine, je veux dire 1 heure pour convaincre. 1 heure pour convaincre reçoit aujourd'hui pour vous une grande personnalité, un diplomate en poste en Guinée. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Monsieur Denis Hankins, qui est un diplomate depuis 1984. Il est là donc en Guinée depuis novembre 2015. Monsieur Denis Hankins est à son 7e poste en Afrique. Et entre autres, nous pouvons citer des pays où il a déjà servi comme le Soudan, la Mauritanie, le Zaïre en République démocratique du Congo, Mozambique et l'Angola. Il a comme expérience 34 ans de service avec 17 postes. Monsieur Denis Hankins est donc notre invité dans 1 heure pour convaincre. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci et merci aussi d'avoir accepté malgré votre calendrier chargé. Monsieur Hankins, nous n'allons pas tergiverser. D'entrée de jeu, je voudrais vous demander comment se porte la coopération États-Unis-Guinée. Je sais que ce programme, c'est 1 heure pour convaincre, mais en effet, je pense que les relations entre les États-Unis et la Guinée sont assez fortes. Ce n'est pas forcément nécessaire de convaincre la population. Et je sais qu'il y a une grande tradition de relations entre la Guinée et les États-Unis qui date de l'indépendance du pays. Tout à fait. Et que pendant la crise d'Ebola, je sais que mon prédécesseur a bien renforcé ces relations parce que c'était les États-Unis à un moment donné, c'était clé pour aider la Guinée avec la crise d'Ebola. Et maintenant, je pense que nos relations sont aussi fortes que dans le passé parce que nous sommes engagés dans plusieurs domaines et je suis très content de voir que ce n'est pas seulement le gouvernement américain, mais aussi le secteur privé américain qui s'est de plus en plus engagé en Guinée. Oui. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous aurons le temps de revenir très en détail sur surtout le soutien des États-Unis dans la période de l'épidémie d'Ebola. Mais d'abord, je voudrais vous demander, la Guinée et les États-Unis ont procédé en mars dernier au lancement de la revue du programme d'assistance américaine à l'envergure de l'investissement américain en Guinée. Quels sont les domaines d'investissement américain en Guinée? Bon, pour commencer avec la revue des activités du gouvernement, alors nous avons fait l'effort avec le nouveau gouvernement de faire une revue de toutes nos activités parce qu'ils sont assez diverses. On pense toujours de USAID, mais il y a aussi CDC, il y a Institut national de santé, il y a nos militaires, il y a le corps de la paix, alors c'est assez diversifié. Oui. Notre mission, et même avant la crise d'Ebola, c'était toujours concentré dans le secteur de santé. Je dirais que presque 70% de nos fonds appliqués en Guinée, c'est dans le secteur de santé. Oui. Et je suis content de voir qu'il y avait des bons résultats depuis 2010 avec le retour de démocratie dans votre pays. Okay. Il y a des chiffres concrets. Mais hors de ça, alors, il y a des programmes dans le secteur de sécurité, dit l'âge. Alors ça, c'est avec le ministère de Justice, le ministère de Sécurité, le ministère de Défense. Alors, en termes de sécurité du pays, mais aussi de la région, il y a des activités dans le secteur d'éducation, un peu limitées, mais toujours il y a des Guinéens qui font les études aux États-Unis. On a commencé dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur de gouvernement, dans le secteur d'agriculture, parce que nous savons que ça, c'est vraiment, pour ce gouvernement, c'est la priorité des priorités en termes de changement de base de l'économie guinéenne. Voilà, donc quelles sont les mesures idoines que pourrait prendre la Guinée en vue de capter davantage d'investissements américains, en plus des domaines que vous venez de citer? Et je sais quand je suis arrivé en novembre 2015, ça c'était très difficile. Alors c'était juste au fin de crise d'Ebola. Alors les réserves financières du gouvernement c'était presque vide. Oui. Le taux de croissance c'était presque zéro. Et plusieurs des grands investisseurs ont quitté le pays pendant la crise. Alors depuis là, on a vu qu'il y avait presque $1 milliard des investissements privés et publics en Guinée, en plusieurs secteurs.
principalement dans le secteur minier, évidemment avec l'économie guinéenne, mais je suis content de voir c'est aussi dans le secteur d'habitation, en termes bancaires, communication, agriculture. Alors, il y a des investissements assez diversifiés. Et le pourquoi? Alors, je pense que depuis la fin de Ebola, le gouvernement du Premier ministre Yula a fait un bon travail en termes de rétablir la stabilité économique du pays. Alors, je suis impressionné depuis 2016. Le taux d'échange, c'est plus ou moins fixé, toujours là, vers 9 000 francs guinéens au dollar. Alors, cette stabilité, c'est important. Il y avait, pendant le premier mandat du président, il y avait le nouveau code des investissements et le nouveau code minier qui a aidé les investissements internationaux. Et aussi, il y avait, même avec les manifestations de temps en temps, il y avait la base de stabilité politique. Parce que pour les investisseurs, c'est toujours une question qui est, bon, on parle beaucoup de bauxite, mais bauxite, c'est pas rare. Il y a plusieurs pays qui ont de bauxite. Alors, pourquoi faire une décision? Ici, c'est assez accessible, c'est proche de côte, mais en même temps, c'était avec cette stabilité économique, politique, un nouveau guide des investissements qui a aidé avec ces investissements. Et dans les autres secteurs, alors au moment que l'économie commence à augmenter, il y a des autres opportunités dans l'énergie, dans le secteur bancaire, télécommunications, toutes ces choses qui sont secondaires aux bases de développement. Et on voit que votre pays, c'est toujours, c'est bien connu, vous avez la capacité hydroélectrique d'être le source d'énergie pour toute la sous-région, une capacité agricole qui peut aider toute la région et même les pays étrangers. Alors, il y a maintenant les entreprises qui commencent. Et ça, c'était un changement des entreprises américaines, parce que, comme vous avez dit, c'est mon 7e poste en Afrique. Et je dirais, il y a 5 ans, pour les entreprises américaines de penser de faire un investissement hors d'Afrique du Sud, c'était rare. Mais maintenant, je pense que les entreprises américaines, ils ont trouvé qu'il y a l'opportunité en Afrique, il y a assez d'expérience dans les gouvernements africains, alors ils commencent à faire ces investissements. Et je sais que généralement, le taux de rentabilité des investissements en Afrique, c'est mieux que toutes les autres régions du monde. Monsieur l'ambassadeur, j'ai déjà ciblé des secteurs sur lesquels vous avez déjà cité. Je crois que nous allons avoir le temps de revenir en détail sur des secteurs comme l'agriculture que vous venez de dire, les mines aussi, c'est vrai, la santé, dont vous investissez plus de 80% dans le secteur. À vous entendre, on aurait dit que vous avez un regard vraiment plein d'espoir sur le climat des affaires en Guinée. Comment le trouvez-vous aujourd'hui? Bon, comme presque toutes les questions en Guinée, je sais que les notes maintenant sont assez faibles. Alors, mais il faut penser en termes de contexte et de progrès que le pays a fait. Alors, généralement, si on voit les indicateurs internationaux, donc presque tous les indicateurs sociaux, économiques, il y avait une croissance de position de la Guinée. Alors les tendances sont presque tous positives. Et dans ce sens, je suis très positif. Alors on peut dire si c'était une note à l'université aux États-Unis, peut-être c'est un C. C'est pas le meilleur de tous les élèves, mais il y a 5 ans, 10 ans qu'on a reçu le D ou le F. Alors il y a de progrès. Et pour les diplomates, je pense que c'est toujours important de voir quelles sont les opportunités, quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons aider le pays. Et le pourquoi est parce que les entrées des États-Unis, on a parlé beaucoup de America First. Mais America First, c'est pas à dire Amérique Sud. Alors, chaque pays qui est en train de développement, qui a une stabilité démocratique, qui respecte les normes de droits de l'homme, c'est plus stable. Éventuellement, c'est une source des investissements et même des achats des produits américains. Alors, nous sommes intéressés de voir la stabilité et la croissance de ce pays. Vous m'amenez à vous poser la question quand vous dites American first, but not American only. Donc, vous êtes ouvert à d'autres pays. Ce n'est pas seulement les Américains. C'est pourquoi vous avez une loi aussi sur
sur le commerce, je vais parler sur les opportunités et la croissance en Afrique. L'AGOA, que vous avez instituée, est une chance, vous l'avez dit, que doivent saisir les hommes d'affaires guinéens. Alors, que conseillerez-vous pour accroître les exportations guinéennes dans le cadre de l'AGOA? Et même il y a 2 semaines, il y avait une délégation guinéenne aux États-Unis pour une conférence d'AGOA, de voir les opportunités. Mais dans ce sens, il y a ce programme, la Guinée était éligible pour plusieurs années, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup des investisseurs guinéens de voir vraiment les opportunités. C'est un peu compliqué, il faut faire toute cette documentation. La procédure est longue ou bien elle est difficile? Elle n'est pas accessible? C'est pas si difficile. La première fois à faire, peut-être c'est difficile, mais après la première fois, c'est bien entendu. Il y a les produits, on a même vu les exportations guinéennes qui étaient éligibles, mais les exportateurs n'ont pas profité. Et quand on a posé les questions, ils ont dit non, c'est trop compliqué. Mais c'était en différence de peut-être 5 à 10% de prix. Alors ça peut être, quand les Guinéens sont en compétition avec tout le monde. On voit, par exemple, je sais qu'il y a les gens qui cherchent maintenant les opportunités d'exportation des tissus, de indigo bleu. Ils ont même trouvé les moyens de fixer la couleur. Il y a de fonio guinéens qui envoient toujours, mais il y a des marchés niches aux États-Unis pour les produits africains. Alors, il y a la possibilité, et maintenant, avec le retard de pêche en Guinée, il y a des opportunités dans ce secteur aussi. Alors, on a fait, depuis mon temps ici, on a déjà fait 2 formations des Guinéens de voir. J'étais intéressé, la dernière fois, je dirais que 70% des participants étaient les femmes. Parce qu'on voit que c'est les femmes qui sont, souvent, ils sont les commerçants pour voir les opportunités. Alors, éventuellement, il y aura des opportunités, mais c'est pour les Guinéens d'avoir le courage de le faire. Bon, quand on parle d'éligibilité, ça veut dire qu'il y a des critères établis par l'AGOA. Est-ce que vous pouvez nous dire 1 ou 2 critères qu'il faut pour les exportateurs guinéens, par exemple, pour la conquête du marché américain? Pour la plupart, alors, c'est assez facile. Alors, c'est presque tous les produits, des tissus, des produits de construction. De temps en temps, ce qui c'est difficile parce qu'il y a aussi les normes phytosanitaires. Alors, les produits agricoles, ça peut être plus compliqué parce qu'il faut montrer qu'il y a des mesures de sécurité en termes de qualité de produits. J'ai vu, par exemple, il y a un bon marché de miel guinéen. Et quand j'ai visité le Fouta, ils m'ont dit que non, c'est toujours les Sénégalais qui viennent d'acheter tout le miel de la région et c'est exporté comme miel de Sénégal. Alors, j'ai vu que l'année dernière, le ministère de l'Élevage, ils ont placé quelqu'un à la baie pour certifier la qualité de miel. Alors, pour moi, ça c'est l'un des types d'exportation qu'il peut faire. Parce que même aux États-Unis, il y a une grande demande pour le miel. Et là, c'est aussi, j'ai vu, il y a certains entrepreneurs guinéens qui ont commencé en termes des usines d'emballage. Parce que c'est difficile, on ne peut pas exporter le miel dans les anciennes bouteilles de Koya. Il faut quelque chose un peu plus formel que ça, mais il y a des opportunités. Soit pour nous ou pour les Européens, mais il y a ces opportunités. Alors, généralement, pour les tissus, ça c'est assez facile. Pour l'artisanat, c'est facile. Pour les produits agricoles, ça prend un peu plus de temps parce que ce n'est pas seulement notre ministère de Commerce, mais aussi le ministère d'Agriculture qui doit certifier. Mais nous sommes à l'ambassade, nous sommes disponibles à aider les gens qui sont intéressés de voir si leur production peut avoir un marché aux États-Unis, même de trouver les gens qui sont intéressés pour l'achat de production guinéenne. Je crois que le message est passé. Autre domaine de coopération, c'est la CBG. La CBG, la compagnie de bauxite de Guinée, qui traduit aussi la présence américaine en Guinée depuis juste après l'indépendance du pays. Que fait aujourd'hui la CBG pour que le développement, c'est-à-dire le secteur minier, soit davantage qualifié?
Le CBG a commencé avec le projet d'expansion de CBG. Oui. Et il y avait une demande du gouvernement américain à travers le programme OPIC de faire les garanties des investissements. Oui. Et comme plusieurs entreprises minières, la convention de CBG a daté des années 60 ou 50 peut-être. Oui. Alors, je pense que CBG, c'était toujours un bon partenaire guinéen, mais les standards étaient des années 60. Alors, ils étaient en 100% de compliance avec les mesures. Mais avec les investissements du gouvernement américain, ils ont été obligés d'être plus modernes. Et je pense dans ce sens, ces investissements veut dire que la production de CBG sera plus propre. Okay. Dans tous mes débats avec Washington, ils n'ont jamais posé les questions concernant la rentabilité d'investissement, mais c'était plus sur les questions d'impact environnemental, des relations avec les communautés, la protection environnementale et des animaux. Et dans ce sens, je vois que CBG a bien élevé le standard. Okay. Et c'est le standard international, c'est de IFC, c'est de Banque mondiale qui, je pense en 2013, a créé des standards internationaux pour les entreprises. Alors, dans ce sens, c'est important d'avoir ces investissements. C'est les investissements qui ont pris assez de temps, mais avec l'engagement des entreprises américaines, Alcoa, bien sûr, ils sont en partenaire. Je pense l'investissement, c'est de quelques 230 millions de dollars pour un projet d'1 milliard de dollars. Okay. Mais il y avait aussi cet engagement du gouvernement américain, je sais aussi de Banque mondiale et aussi du gouvernement allemand. Oui. Et là, ça a garanti un meilleur standard de performance en termes de leur relation avec les populations, avec l'environnement. Oui. Monsieur l'ambassadeur, ça me met à l'idée une question que je voudrais vraiment vous poser. La Guinée a toujours cette préoccupation de pouvoir transformer ses produits sur place. Et puisque nous sommes dans le cadre de la bauxite, aujourd'hui, la Guinée est placée parmi les pays les plus grands exportateurs de bauxite. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé d'échanger avec le gouvernement sur cette question cruciale de transformer la bauxite en alumine sur place? Est-ce qu'il y a des projets en vue dans ce cadre-là? Je sais que, bon, et l'un des aspects du gouvernement américain, nous n'avons pas des entreprises d'État. Alors, c'est toujours les privés qui doivent faire leurs décisions selon le marché. Je vois qu'il y a assez de programmes maintenant, les projets de créer l'alumina. Voilà. Pas l'alumine, mais l'alumina. Les Russes ont juste recommencé avec leur usine à Fria, qui je sais que c'était bien reçu par la population. Et je pense que la semaine dernière, ils ont fait leur première exportation d'alumine. Alumina. Et je vois qu'il y a au minimum 4 projets maintenant d'alumina. Pour l'alumine, c'est aussi lié avec la construction des grands barrages pour avoir la source d'électricité, les autres questions. Mais toujours avec ces grands investissements, je dois retenir la question de stabilité politique et économique. Alors, on a vu qu'il y avait assez de manifestations dans cet axe de Kamsar à Bokeh. À Bokeh, oui. Alors, chaque fois qu'il y a un blocage de production, chaque fois qu'il y a des camions qui sont brûlés, chaque fois que les staffs des entreprises sont menacés, c'est de plus en plus difficile de convaincre les investisseurs parce qu'une usine d'alumine, c'est un investissement de quelques milliards de dollars. Alors, il doit avoir la confiance qu'il peut faire ce genre des investissements. Je sais que cette région, il y a une grande croissance de population dans la région de Bokeh. Le gouvernement m'a dit que c'est probablement plus que 20% de population à cause par justement an. De ces grands projets. Oui. Et ça provoque même, c'est l'un des aspects négatifs du progrès, parce qu'il y a tous ces gens qui arrivent, ils demandent des emplois, mais il faut être prudent de ne pas trop demander, de ne pas menacer, parce que ces investissements, c'est la base du développement du pays. Et si on parle du secteur de bauxite, depuis mon arrivée, j'étais très content de voir que pour le gouvernement, et même le président, quand il y avait une grande réunion des investisseurs du secteur minier, il a dit, bon,
bienvenue à Guinée, mais vous devez savoir que le futur de Guinée, ce n'est pas les mines, mais c'est l'agriculture. Oui. Parce que chaque fois qu'on exporte une tonne de bauxite, c'est terminé les bénéfices pour le pays. Mais si on peut avoir des activités industrielles, les activités agricoles, ça c'est quelque chose de permanent. Oui. Alors, je pense qu'il y a des possibilités, mais ces grands investissements, ça prend du temps. Oui. Et aussi, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Alors, il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir l'énergie. Et il faut avoir la stabilité économique et politique pour convaincre les gens de faire ces investissements. Oui. Donc, ces derniers points sont cruciaux vraiment pour pouvoir implanter ces grandes industries de transformation de la stabilité Alors, bien sûr, politique il faut protéger les droits des ouvriers, il faut protéger les conditions de vie des villages, des gens, mais il faut aussi respecter les investissements qui étaient faits. Monsieur l'ambassadeur, les États-Unis sont géants en tout. Je veux parler aussi de l'agriculture. Vous êtes un géant dans l'agriculture. Ouais. Et il se trouve que la Guinée est un scandale agricole. On a des milliers de plaines agricoles. Et pendant ce temps, on peine toujours à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que votre pays a pensé à vraiment aider le pays à relever ce grand défi, à être un grand pays, un géant comme les États-Unis agricole? Et est-ce que vous intervenez dans le domaine? Bon, au niveau du gouvernement, depuis l'année dernière, j'étais content que USAID, ils ont recommencé leurs activités dans le secteur agricole parce qu'ils ont été absents pendant plusieurs années. Et notre approche, c'est plus en termes de travailler avec les entrepreneurs agricoles. Il y a un programme à venir qui c'est un programme, nous avons travaillé avec les jeunes de l'université de Farana et aussi de Kindia, de trouver les jeunes qui voulaient entrer dans la chaîne de valeur agricole, soit en termes de production, en termes de vente de produits, en termes de vente des ingrédients de l'agriculture. Oui. Alors, on a déjà formé, je pense, 200 jeunes Guinéens. Et c'est le genre de développement que j'aime beaucoup parce qu'on peut visiter, j'ai visité presque toutes les régions du pays, mais c'est assez souvent, on voit un ancien bâtiment et on dit, mais c'est quoi? Ah, ça c'était un projet des Américains, des Japonais, des Chinois, mais les fonds sont terminés et c'est vide maintenant. Mais si on peut créer des investisseurs, les entrepreneurs guinéens, même que de ces 200, peut-être 40, il y aura du succès, mais ça, c'est quelque chose de permanent. Même après le fin du programme, il y aurait quelque chose de permanent. En termes aussi, il y avait des approches. Je sais que l'un des programmes de gouvernement est de voir la possibilité d'exportation des ananas. Tout à fait. Alors, il y avait un groupe de l'Université de Californie en Davis qui a travaillé avec les experts à Kindia, dans le centre de recherche agricole à Kindia, de trouver comment on peut produire les ananas dans certains standards pour exportation. Et finalement, comme j'ai dit, je suis content de voir que finalement, il y avait des investissements dans le secteur agricole. Pour le moment, assez timide, mais par exemple, près de Lac Coba, il y a un groupe américain qui veut commencer avec la production industrielle de riz pour la consommation nationale. Alors, pour aider la Guinée, parce que jusqu'à maintenant, la plupart du riz, c'est importé, même que vous avez la capacité. Le goût guinéen, c'est pour le riz. Alors, c'est l'un des projets. Nous espérons que l'année prochaine, il y aura la première production. Et je sais qu'il y a des autres investisseurs qui sont intéressés de production près de Mandiana et des autres. Pour les investisseurs américains, généralement, c'est difficile de voir les gens qui sont intéressés de faire de production agricole dans le pays pour le marché national parce que le revenu, c'est en francs guinéens. Mais ces gens, généralement, ils pensent d'avoir des sources de revenus internes puisqu'ils peuvent faire des investissements pour l'exportation. Alors, soit des ananas ou de transformation. Alors, je sais qu'il y a plusieurs Américains qui cherchent maintenant la possibilité de travailler avec les mangues ou les ananas pour l'exportation. Alors, c'est dans ce genre. J'ai vu quelques projets de gouvernement. L'année dernière, par exemple, j'ai vu que le gouvernement a changé la politique d'achat de café. Alors, avant,
chaque fois que j'ai visité Anzérékori, ils m'ont dit que non, toute la production s'est exportée clandestinement vers Côte d'Ivoire et c'est exporté quand le miel de Sénégal était le café de Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement a fixé le prix de café un peu mieux que le prix à Côte d'Ivoire. Et maintenant, je comprends que même les gens de Côte d'Ivoire, ils entrent en Guinée pour vendre le café. Alors ça, c'était l'un des politiques, j'ai pensé très utile du gouvernement de comment attraire la production pour une exportation. Et l'achat est fait en francs guinéens, mais l'exportation s'est fait en dollars, euros, quelque chose. Alors c'est un bénéfice pour le gouvernement. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'or artisanal. Alors, je sais que quand je suis arrivé en 2015, je pense que la production artisanale d'or était environ 15 tonnes d'or. L'année dernière, c'était plus vers 50, parce qu'ils ont fait la même chose. Alors, avant, c'était tout exporté vers Mali et exporté comme or de Mali. Maintenant, c'est la production ici et les bénéfices, c'est pour le gouvernement et c'est pour le développement du pays. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé d'un passage tout à l'heure quand vous avez vu des infrastructures agricoles à travers le pays et on vous disait oh, c'était des projets américains, chinois. Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée immédiatement en face de ces infrastructures agricoles? Pour certains, c'est toujours, et on parle toujours de questions d'infrastructures de pays. La dernière fois que j'étais à Timbi Madina, j'étais là en 2015 et il y a 3 mois j'étais là. Il y a une grande association des producteurs de pommes de terre à Timbi Madina. Et en 2015, ils n'ont parlé que de pommes de terre. Et la dernière fois que j'étais là, j'ai noté qu'ils ont commencé de parler des tomates et des autres produits. Et j'ai posé des questions, mais qu'est-ce que c'est changé? Et même ils ont été obligés de penser un peu, mais ils ont noté, ah oui, c'est vrai, les routes sont mieux, parce qu'en 2015, la première fois que j'ai fait ce voyage, c'était un désastre en termes de qualité des routes. Mais maintenant, ils ont dit, oui, on peut faire un camion de tomates pour le marché de Conakry, avec la possibilité d'arriver, sans perdre la production. Alors même ces petits investissements, on voit maintenant la question de pente de l'Insan. Alors, il y a, bien sûr, il y a des autres projets qui doivent être faits pour garantir la qualité, parce que les agriculteurs, s'il n'y a pas de moyens d'évacuation de le produit, il n'y a pas de raison de produire. Mais je vois que petit à petit, il y a ces changements. J'ai noté la dernière fois que j'étais à Farana, la première fois j'ai pris presque 13 heures pour y arriver, la dernière fois c'était 9 heures. Alors ça c'est une autre indication. C'est assez lent. Si c'était au nom des États-Unis, on peut y arriver en 2h30, mais au même, comme j'ai dit, en termes des tendances, les tendances sont positives. Les routes sont mieux. Je visite assez souvent Kindia, alors chaque fois je vois que les routes sont mieux. Alors et il y a ces grands plans de routes vers Dalaba, de Dabola, vers la frontière. Alors, mais ça prend du temps. Alors l'infrastructure, si c'est bien fait, ça prend quelques années. Il faut bien préparer la route, il faut avoir une bonne qualité. On peut faire quelque chose seulement pour les élections, mais si on veut quelque chose qui peut vraiment aider le développement, ça prend 3, 4, 5 ans avant qu'on peut compléter les projets. Monsieur l'ambassadeur, je sais qu'une des questions cruciales pour le développement de l'agriculture reste et demeure la mécanisation, la modernisation de l'agriculture. Et c'est un cas de figure presque de toute l'Afrique, mais particulièrement de notre pays. Est-ce qu'il y a des projets en vue entre les États-Unis et la Guinée pour la modernisation comme dans les priorités du gouvernement actuel? C'est plus dans le secteur privé. Alors je vois que quand j'ai vu les peu grands producteurs agricoles, je vois qu'ils ont des équipements américains ou européens. C'est peut-être c'est dans c'est les anciens tracteurs, mais c'était acheté aux États-Unis. Mais il y a une tendance, alors, je sais dans votre pays, les statistiques sont toujours difficiles. Parce que nous, généralement, on a parlé toujours d'avoir 80% de votre population dans le secteur rural.
avec les leaders de gouvernement, je pense qu'ils voient qu'il y a ces changements. Il y a les jeunes qui quittent l'intérieur, ils sont dans les grandes villes, ou même ils veulent essayer de quitter le pays. Mais avec ça, alors ça c'est une autre stratégie d'agriculture. Parce que si tout le monde était dans les petites plantations, alors c'est important de préserver ce style de vie. Mais si les gens ont volontairement décidé de quitter ces activités, alors là, on peut penser de plus en termes d'agriculture mécanisée. Là, la stratégie, c'est plus de garantir une production à un prix qui soit accessible aux gens qui habitent dans les grandes villes. Et on peut penser aussi en termes d'avoir des coopératifs. J'ai vu en termes pour retourner aux questions des entreprises minières. Je sais avec plusieurs, ils sont déjà en contact avec les producteurs régionaux de créer des coopératifs en termes d'avoir les sources des légumes, des fruits, parce que la plupart de ces entreprises, jusqu'à maintenant, ils sont obligés d'emporter de l'extérieur les choses qu'ils peuvent acheter ici. Mais les gens doivent être organisés pour avoir un marché. J'ai vu que même avec USAID, ils ont travaillé un peu avec les entreprises minières. Mais quand on parle toujours de contenu local en termes de ces investissements, le contenu secondaire en termes des activités agricoles pour aider les gens qui travaillent dans les mines, c'est important aussi. Depuis 1960, Monsieur l'ambassadeur, on l'a dit, les États-Unis appuient la Guinée pour une croissance économique et un développement humain durable. Cela se traduit par la bonne gouvernance et le processus démocratique pour faire avancer justement la paix et la réforme de la sécurité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Justement, un travail en profondeur a été fait par le gouvernement en matière de réforme de la sécurité. Avez-vous participé, les États-Unis, je veux dire, ont-ils participé à cette réforme de la sécurité? Oui. Et si on parle, j'étais surpris avant mon arrivée, alors j'ai fait une conférence avec Human Rights Watch. Alors c'est l'un des grandes ONG de droits de l'homme américains. Et j'étais surpris parce qu'ils ont commencé à dire que les forces armées de Guinée sont très bons. Et j'étais surpris parce que généralement les organisations de droits de l'homme américaines ne parlent jamais bien des forces armées africaines. En critique, Mais c'est parce qu'on a bien noté, je pense, pendant le premier mandat de son Excellence le Président, le focus était en termes de réforme sécuritaire, particulièrement en termes des militaires. Alors c'est très différent et si on parle des événements de 18 septembre 2009, je pense le point plus difficile en termes d'histoire moderne, le progrès en termes de professionnalisme des militaires, le comportement, le respect de la population pour les militaires, ça c'est bien élevé. Alors en termes de sécurité, ça c'était pendant ces premiers 5 ans de démocratie guinéenne avec le président, ça c'était un grand effort. Maintenant, il y a autre secteur. Alors, nous sommes engagés avec le ministère de Justice parce que la justice, on a fait la formation des magistrats, on a aidé avec les équipements pour le ministère. Nous sommes engagés maintenant en termes de développement de justice à l'intérieur du pays, d'accès au système de justice. Alors ça, c'est un autre moyen d'avancer. Et finalement, il y a dans le secteur policier. Alors nous étions avec les autres partenaires dans la construction et le développement de l'Académie nationale de la police près de Breka. Alors ça, c'était important. Alors je sais qu'il y avait les polices qui n'ont jamais reçu aucune formation. Alors c'est un peu difficile de parler de manque de qualité de police s'ils n'ont jamais reçu la formation. La formation, Alors maintenant, et j'étais très content, j'ai déjà vu 2 groupes de jeunes policiers qui ont fait leur formation avec l'assistance des États-Unis et des autres partenaires qui sont d'une nouvelle génération. Et j'étais très content la dernière fois que le meilleur policier, le meilleur cadet, c'était une jeune femme. Et elle a eu les mêmes standards physiques qu'ont tous les autres. Mais quand j'ai parlé avec eux,
ils ont une autre vision de comment toi fais la justice dans le pays. Parce qu'ils sont été très conscients. Et je ne suis pas naïf. Alors, je peux circuler, je vois l'argent que les taximens doivent donner à la police, alors c'est assez évident. Et ça, c'est l'image qui, pour les investisseurs, pour les autres, c'est évident. Mais il y a ces efforts d'améliorer la qualité de la police. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais je pense qu'il y a des efforts et le gouvernement, c'est sérieux. Ok, voilà, quand vous parlez de la police, l'un des problèmes aussi de la police, c'est surtout les outils, la logistique. Oui. Je pensais toujours, c'est plus la question de qualité humaine que des outils. Alors, par exemple, nous avons fait la réformation d'une trentaine des centres médicaux, des hôpitaux, mais la santé, ce n'est pas fait par un hôpital. C'est fait par la qualité des médecins, de staff. L'éducation, ce n'est pas fait. Construire une école, ce n'est pas dire qu'on a résolu les problèmes d'éducation, mais il faut avoir le staff. La dernière fois que j'étais là avec la formation des cadettes, l'ancien ministre a dit que dans son discours, il a dit, mais pour vous, ce n'est pas nécessaire de penser de comment les gens vont vous respecter. Vous devez vous respecter vous-même. Et si vous avez cette fierté de votre travail, la population va vous respecter. Alors, il y a des équipements, on a donné quelques équipements. Nous avons maintenant un programme assez grand de 5 millions de dollars avec le ministère de la Sécurité, de voir le rôle dans les crises sanitaires, les crises tremblements de terre, les problèmes comme ça, en termes des équipements de communication, des autres. Même avec le ministère de la Justice, on a donné des véhicules. Et je pense toujours que c'est la question du développement des ressources humaines, parce que ça, c'est permanent. Tout à fait. Les équipements, on peut donner, et si on regarde bien les équipements, après 3 ans, ils sont en panne. Il y a un problème de maintenance, vous voulez dire? Oui. Voilà. Voilà, monsieur l'ambassadeur, nous avons en mémoire encore l'épidémie dévastatrice, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'Ebola en Guinée, aussi le soutien rapide et indéfectible de votre pays en cette période. L'expérience a donc permis de déceler des défaillances, dans notre système sanitaire. Et puisque vous étiez là, vous étiez un témoin oculaire, et depuis lors, qu'est-ce que vous entreprenez pour l'aide dans le système sanitaire guinéen? Bon, comme j'ai dit, ça c'est notre priorité, le secteur de santé, et d'aider la Guinée pour éviter une autre crise de ce genre. Je sais que la semaine dernière, le gouvernement de Congo, qu'ils ont eu une célébration, ils ont eu une cérémonie pour regarder les services des Guinéens qui ont fait un service là. Alors ça, c'était un peu à cause de notre assistance, parce que le vaccin qu'ils ont utilisé en Congo DRC, c'était utilisé ici. On a fait, nous sommes en train d'aider de construction d'un centre de recherche médicale à Mafarenia. Alors avec ça, il y a plus de connaissances d'efficacité de ces gens. Le CDC est en train de créer un groupe des épidémiologues guinéens. Il y a déjà, je pense, plus qu'une centaine qui ont fait une formation primaire. Maintenant, on va commencer avec la formation secondaire. Mais c'est dans ce sens de créer. J'ai parlé des projets de USAID qui c'est de rétablir les unités de santé. Et comme j'ai dit, ce n'est pas seulement de créer un bâtiment. Alors, récemment, j'étais à Kinya et j'ai visité le centre régional de santé. Et là, j'ai vu que, bon, on a fait la construction, on a donné quelques équipements. 6 mois après, j'ai vu les équipements en bon fonctionnement, on a utilisé. Mais le plus important, on a fait aussi la formation de comment, par exemple, contrôler le taux d'infection. Et avec ce taux, c'était bien diminué. Alors ça indique que cette formation, concentration dans le secteur humain était aussi efficace. C'est important d'avoir des outils, d'avoir un environnement qui est propre, qui est utile, mais c'est la capacité.
Et même on a vu pendant la crise d'Ebola ici que c'était grâce aux professionnels du secteur de santé que même que vous avez perdu quelques 2500 personnes, on peut bien imaginer plus parce que c'était l'efficacité. Et c'était en Guinée que le taux, le pourcentage des victimes qui étaient les professionnels de santé était plus élevé que les autres pays. Alors, ils ont pris les risques, ils ont perdu leur vie en service de population. Il y a les questions qui sont plus internes. On a travaillé avec le ministère de Santé de comment mieux organiser les produits médicaux, d'avoir l'assurance qu'ils sont bien utilisés par la population. Et même, on a travaillé l'année dernière avec la gendarmerie. Ils ont arrêté quelques personnes parce qu'on a vu les médicaments donnés par le gouvernement américain pour la population qui étaient vendus dans les marchés. Alors, il y a toujours, c'est l'un des problèmes. Mais généralement, on a vu le succès. Je pense que l'évidence plus concrète était nos efforts dans le secteur de lutte contre le paludisme. Alors là, c'est divisé entre USAID et le Fonds mondial. Le Fonds mondial, le financement, c'est 30% du gouvernement américain. Mais on a vu que depuis 2010, en 2010, le taux de prévalence de paludisme était 45%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, presque 45% de la population était avec paludisme actif. Maintenant, c'est 15%. Alors, en 10 ans, moins que 10 ans, on a diminué par 2 tiers. Et c'est avec notre financement, notre assistance, mais paludisme, c'est quelque chose de Guinée profonde. Le taux de paludisme en Conakry, c'est 2-3%. Et c'est quelque chose fait au niveau des villages, au niveau des quartiers. Alors, c'était l'engagement des leaders médicaux, les leaders traditionnels, les chefs de quartier, qui ont vu ce changement de mentalité. Et maintenant, on peut même imaginer d'ici à 10 ans d'éliminer le palu. Alors, c'est quelque chose de concret. Et comme bailleur de fonds, c'est assez difficile de trouver les statistiques si concrètes. Quelque chose qu'on peut voir. Et c'est grâce... Nous sommes très fiers d'être là pour aider avec les équipements, le financement, mais en fin de jeu, c'était les activités des Guinéens qui ont fait ce succès. Quand vous parlez surtout de Palu, je pense au projet, par exemple, Stop Palu Plus. Stop Palu, oui. Stop Palu Plus, et puis le projet HSD, entendez, haute qualité de service pour le développement. Et il y a, comme vous l'avez dit, il y a une stratégie que les États-Unis ont adoptée dans ce système, c'est surtout l'implication de la population, vous l'avez dit. Est-ce que vous voyez aussi d'autres secteurs sociaux où on pourrait vraiment impliquer les populations locales à la base pour l'éradication de tel ou tel fléau, par exemple? Et bien sûr, et comme ambassadeur, alors mon rôle, c'est plus traditionnel. Alors j'ai assez des experts de CDC, de USAID, mais mon rôle, c'est plus dans le secteur politique. Et je suis membre du comité de suivi. On a vu ces élections en février. Et nous, des États-Unis, je sais qu'il y a d'autres partenaires, parce que nous avons assez des activités qui sont faites au niveau des communautés. Et on dit que c'est la stratégie du gouvernement d'avoir de décentralisation de pouvoir. Alors nous attendons et nous espérons qu'il y aura une solution assez rapide, parce que après une absence de 13 ans, maintenant il y a les gens qui sont élus, qui par définition sont les gens qui sont bien connus par la population, qui ont la confiance. Parce que si on parle de ces manifestations, si on parle d'éducation, si on parle des priorités, c'est ces gens qui ont la confiance de la population de parler avec le gouvernement, mais en même temps, il peut parler d'autres sens. Alors, il peut dire, oui, j'ai parlé avec le gouverneur, j'ai parlé avec le ministère de Transport, et oui, cette route s'est programmée d'ici à 2 ans, mais il faut patienter parce qu'il y a des autres priorités. Mais c'est important d'avoir les gens qui, au niveau des chefs de quartier, chefs de zone, les maires en place. Je sais qu'il y a des négociations entre l'opposition et le mouvement. Il paraît qu'ils sont très proches à trouver une solution. Mais nous pensons que c'est important parce qu'en termes de stabilité,
en termes de comment éviter les crises, d'avoir des stratégies locaux. Oui. Alors, c'est important d'avoir ces gens en place et pour nous d'avoir. Alors, c'est vrai que nous avons créé, alors il y a des projets que nous avons fait, par exemple, dans la région forestière. Parce qu'il y avait des problèmes d'instabilité dans la région. Alors, on a créé les groupements des citoyens, les leaders religieux, les sages, la jeunesse. Mais nous savons que ce n'est pas pour les partenaires, ce n'est pas pour les étrangers de créer quelque chose parallèle du système de gouvernement. Tout à fait. Mais en absence des élus locaux, c'était nécessaire. Alors, mes instructions avec USAID et les autres, est qu'au moment que ces chefs de quartier, ces maires sont en place, il faut travailler d'avoir le rôle central, parce qu'ils sont les élus. Tout à fait. Alors, il y a toujours les gens de société civile, il y a les journalistes qui pensent en termes de population, mais les élus, les gens qui ont le mandat du peuple sont les élus. Alors, nous espérons qu'avec ça, on peut aider dans plusieurs aspects de voir quelles sont les priorités. Parce que je vois à chaque fois que je suis en Guinée profonde, si je visite un village, chaque fois je reçois une liste des besoins. Il faut un centre de jeunesse, en mosquée, en clinique. Et si je pose, mais parmi ces, quelles sont les priorités de priorité, moi je trouve que c'est difficile. Alors, c'est élu qui peut organiser les besoins de communauté pour mieux être, de voir quelles sont les priorités de priorité, d'avancer le développement local et rural et des quartiers. Cela m'amène à vous poser la question, Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes en contact souvent avec la Guinée profonde, et aujourd'hui, on sait que la Guinée a traversé quelques crises sociales, nous en vivons encore. Est-ce que vous êtes impliqué, les États-Unis sont impliqués souvent dans les négociations entre les partis, c'est-à-dire gouvernance et opposition? Bien sûr, pour les questions politiques. Je dirais en autre, alors nous sommes très conscients qu'hors du gouvernement, il y a des autres sources d'influence. Alors, par exemple, l'année dernière, il y avait une campagne de vaccination contre polio. Et la première fois, le taux de participation était peut-être 20%, qui n'est pas suffisant. Très faible. Alors là, j'ai fait contact avec les leaders religieux, avec les grands imams, et avec le secrétariat des affaires religieuses. Alors, ils ont décidé de faire le semaine de vendredi sur la participation de ce programme. Parce qu'avec les imams, j'ai dit, mais c'est pour les petites. Alors, il y a un risque pour les petites. Ils ont vu, oui, c'est quelque chose que nous pouvons aider. Alors, la prochaine fois, c'était plus vers 80%. Alors, il y avait ce succès. Nous sommes bien sûr engagés dans le comité de suivi de voir comment on peut avancer. Il y a plusieurs questions, même hors de questions des élections. Des élections, On a fait des élections locales maintenant, communales. Et en cet regard, alors je vois que la Guinée, au même temps, c'est l'un des plus vieux pays indépendants africains. Alors, le premier pays francophone de prendre son indépendance. Mais en termes de démocratie, vous êtes aussi l'un des plus jeunes. Alors, le fait que vous avez fait déjà 2 élections présidentielles, les élections législatives, les élections communales, alors ça, c'est quelque chose de positif. On peut voir, il y avait des problèmes chaque fois. Mais même aux États-Unis, vous avez vu que même avec nos plus de 200 ans d'expérience, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes, il n'y a pas un système parfait, mais on voit qu'il y a du progrès. Et chaque fois, il faut être plus impliqué, il faut que la population soit impliquée dans ces programmes. Pour revenir à la question sanitaire, permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de revenir sur cette question qui me tient à cœur. Je parle du transfert de technologie en matière de santé. On assiste souvent à des actions ou bien des sommes faramineuses pour des évacuations sanitaires. Le cas précisément de la Guinée. On voit souvent des évacuations vers Dakar, vers Abidjan. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée peut se targuer d'avoir des instituts comme ça sur place pour que l'on ne procède plus à ça? On a déjà l'expérience avec le centre chinois, mais est-ce que c'est suffisant pour
le pays. Et je sais, pour chaque pays, il y a toujours cette débat. Oui. Alors, la majorité de nos actions en Guinée, c'est pour la santé de base. OK. Parce que même avec un hôpital, alors si on peut avoir plus de sanitation communautaire, si on peut aider avec les systèmes des volontaires communautaires dans le secteur de santé, si on peut éviter les maladies, il y a plus de pression dans le système formel. Oui. Je sais, pour les ministres de Santé, c'est toujours un débat. Est-ce que si j'ai $1 million, est-ce que c'est mieux de renforcer la capacité de 200 villages ou avoir une unité pour les maladies de cancre? Oui. Parce qu'on peut évacuer quelqu'un vers Maroc ou autre, alors c'est toujours une débat. Alors bien sûr qu'il faut avoir la capacité, mais je sais que c'est toujours en balance. La majorité de nos actions, c'est plus dans la question de santé de base. De santé de base. Mais je vois bien sûr, il y a des priorités de comment faire le balance. Et chaque fois que je suis en Guinée profonde aussi, je vois qu'il y a des projets de construction dans les capitaux régionales, dans les villes. Je sais que nous avons pris charge dans une trentaine de projets, mais je sais qu'il y a 140, quelque chose comme ça, projets du ministère de Santé en termes de renforcer la capacité des installations à l'intérieur. Et maintenant, je vois avec... alors, à Donka, c'est presque complet. Okay. Mais même là, j'ai vu qu'il y a des installations qui sont assez modernes, qui vont donner à Guinée la capacité pour les traitements plus sophistiqués pour toute la population. Okay. Autre action menée par les États-Unis en Guinée, c'est aussi les volontaires du corps de la paix, les Peace Corps. Quel est le niveau du programme aujourd'hui? Bon, maintenant... il y a un groupe qui va quitter dans quelques semaines, mais un autre groupe qui vient d'arriver. Alors, nous sommes plus ou moins à 150 volontaires, au poste de volontaires dans le pays, dans le secteur de santé, secteur agroforestier et secteur d'éducation. Et moi, j'aime beaucoup ce programme parce que c'est impressionnant de voir généralement ces jeunes, il y a les âgés aussi, mais les jeunes Américains qui parlent parfaitement le soussou, malinké, qui sont dans les villages. Dans un sens, je pense qu'ils sont les vrais ambassadeurs des États-Unis parce que c'est eux qui ont le contact. Et je sais que pour un grand pourcentage des Guinéens, le seul Américain qu'ils ont rencontré, c'est une volontaire de corps de la paix. Alors, c'est leur image qui c'est positif pour les États-Unis. J'étais très content parce que pendant la crise d'Ebola, on a évacué tous les volontaires, mais maintenant, ils recommencent. En septembre, on va inaugurer le bureau de corps de la paix à Kissidougou. Alors, c'est la première fois, on commence petit à petit à entrer dans la région forestière. Alors, c'est une présence, je pense, assez importante. Je sais que Son Excellence le Président, il a fait une visite aux États-Unis dans les années 60. Alors, c'est l'un de nos programmes de trouver les jeunes étrangers, d'avoir une expérience aux États-Unis, mais il m'a parlé qu'il était si impressionné avec le programme de Corps de la paix. Ça a changé même un peu son point de vue concernant les États-Unis, parce qu'avec son histoire politique, de voir ce programme, c'était vraiment une surprise pour lui, mais il y a des choses de développement parce qu'il travaille toujours avec les membres de communauté, mais en termes de leur relation entre les populations, parce qu'ils sont les ambassadeurs des États-Unis dans les villages, mais aussi quand ils retournent aux États-Unis, ils sont les ambassadeurs d'Afrique aux États-Unis. Parce que le pourcentage des Américains qui ont voyagé, qui ont une connaissance d'Afrique ou des autres pays, c'est assez limité. Mais il y a maintenant des milliers de jeunes Américains qui ont passé par Guinée, qui ont une connaissance, qui cherchent toujours comment ils peuvent aider votre pays. Alors, c'est un excellent programme. Nous sommes presque à la fin de ce programme, mais je ne voudrais pas fermer sans revenir sur une des présences remarquables en Guinée, qui était la section culturelle de l'ambassade des États-Unis. Je me rappelle des grandes bourses qu'on accordait
aux cadres guinéens et même des bourses d'études aux étudiants. Je me rappelle des bourses en frais. Je ne sais plus quelles sont les nouvelles parce qu'on a tendance un peu à perdre le filon avec le service culturel des États-Unis. Et je sais, les États-Unis, nous avons perdu un peu notre position. Dans les années 60, 70, il y avait des centaines de Guinéens qui ont fait leurs études aux États-Unis. Il y a toujours ce programme de Humphrey qui cherche les fonctionnaires de gouvernement pour passer un an généralement aux États-Unis, d'améliorer la qualité de leur service. Il y a le programme Fulbright, qui c'est très important en termes. Et cette année, je sais que nous sommes maintenant dans le processus de voir les candidats guinéens pour le Fulbright pour l'année prochaine. Il y aura, je pense, 6 académiques guinéens aux États-Unis. Il y a aussi les Américains qui font la recherche ici maintenant en termes de ces programmes. C'est limité, mais c'est toujours c'est l'un des moyens de trouver les gens. Je vois assez des ministres qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui ont cet attachement. Alors pour nous, c'est toujours le signe que notre section culturelle, ils ont bien fait le travail dans le passé. Si on peut voir que 50% des ministres ont fait des études ou ont visité les États-Unis, alors le président, le premier ministre, la plupart des ministres ont déjà connu les États-Unis avec ce genre de programme. Mais puisque c'était limité, est-ce que vous comptez augmenter les prochaines années? Ça va être la question de clôture. Quand j'étais avant le Sénat pour être ambassadeur à Guinée, l'un des sénateurs a dit, bon, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voulez plus de fonds pour les échanges culturels et pour les programmes de démocratie et bonne gouvernance? J'ai dit oui, bien sûr, mais c'est vous, le Sénat, qui doit contrôler les fonds. Alors, alors il y a toujours ces activités. Et je vois qu'il y a des autres pays qui sont très, très actifs dans ce secteur. C'est important, mais nous cherchons. Je dois parler un peu de notre programme de Yali, parce qu'on a trouvé maintenant, je pense, presque une centaine de jeunes Guinéens qui ont visité les États-Unis pour 3 à 6 mois. Et ils sont vraiment le futur de votre pays. Et là, ce n'est pas seulement les gens des ONG, mais on a trouvé les gens des ONG, les investisseurs, les avocats. Alors, on a trouvé les gens qui peuvent être la nouvelle génération des leaders africains. Et j'ai trouvé, en plus de leur connaissance des États-Unis, ils ont créé les réseaux de contacts entre Guinéens et avec les autres leaders, jeunes leaders africains dans le reste d'Afrique. Alors, dans ce sens, c'est positif que nous avons aidé à créer ces réseaux. Donc, nous allons clôturer notre émission sur ce sens positif. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avions sur le plateau aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Monsieur Dennis Hankins. Il est diplomate depuis 1984 et il est en Guinée depuis novembre 2015. Monsieur Dennis Hankins est à son 7e poste en Afrique. Il a déjà sillonné le Soudan, la Mauritanie, le Zaïre, Mozambique et l'Angola. Il a 34 ans de service avec 17 postes. Monsieur Dennis Hankins, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre question. Il y a d'autres points que nous n'avons pas abordés. Je voudrais profiter pour vous dire que nous aimerions renouveler notre invitation une prochaine fois, si bien sûr votre calendrier le permet. Il s'agit de la diaspora guinéenne, par exemple, aux États-Unis, les expulsions, les nouveaux accords avec la nouvelle gouvernance Donald Trump. J'espère que vous aurez le temps dans votre calendrier de répondre à l'invitation de la RTG. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.